Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur la photographie qui s'intitule Ramil Zaun, père de la photographie moderne malgache de 1887 en 1948. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Eliane Tarazon-Arson pour cette conférence. Madame Eliane Tarazon-Arson est la directrice du département Histoire à l'Université d'Antananarivo. Elle est enseignante-chercheur. Elle a aussi cofondé le musée de la photographie et elle en est la présidente également. En 2014, elle a réalisé une thèse de doctorat sur les usages sociaux de la photographie à Antananarivo de 1850, c'est-à-dire au tout début de la photographie jusqu'à la veille de l'indépendance. Donc, sans plus tarder, je l'invite à faire une petite introduction de cette conférence. En attendant, la conférence va se dérouler comme suit. Donc, elle va faire une petite introduction. Ensuite, nous allons avoir une discussion à deux, une sorte de conférence active, si vous voulez. Après, il y aura un petit film sur Ramil Zaun qui sera diffusé. Et la dernière partie sera donc des échanges avec la conférencière et le public. Merci. Mesdames et messieurs, honorable assistance, bienvenue. Merci d'être venus à cette conférence qui va tourner autour du thème de la photographie et particulièrement du personnage qui nous intrigue, qui nous intéresse, Ramil Zaun. Pour commencer, peut-être je vais demander à Michael, s'il te plaît, de montrer l'image en plan panorama qui représente le quartier d'Ambat Fnac en noir et blanc. C'est juste pour un petit rappel visuel. C'est une photographie des années 30 qui représente le quartier d'Ambat Fnac. Nous avons la rue qui est là, qui est donc la rue Guillain à l'époque. Et nous avons tout au bout de la photo, ici, nous avons le studio Ramil Zaun. Ce studio Ramil Zaun, qui était là donc depuis 1937, n'est pas le premier studio Ramil Zaun parce que Ramil Zaun a travaillé donc dans la maison familiale qui se trouve derrière. Donc vous voyez la tangas couleur blanche derrière, c'est la maison paternelle. Qui a été bâti en 1840 par son père Ren Samuel. Et c'était là que Zafet, le grand frère de Ramil Zaun, avait commencé. C'est là que Ramil Zaun avait commencé le studio Ramil Zaun. Et nous avons ce bâtiment-ci à partir de 1837. S'il te plaît, la photographie en couleur qui représente la façade du studio Ramil Zaun. Alors, si nous prenons la rue Tchoumbkib aujourd'hui, nous avons encore cette enseigne en relief, Studio Ramil Zaun. Et c'était resté là, même après la mort de Ramil Zaun. Et cette enseigne a marqué donc la ville moyenne du côté d'Ambat Fnac. Et c'est de cet endroit que nous allons parler aujourd'hui, mais pas vraiment l'endroit à lui seul, mais la personne qui était à l'origine de cet endroit, qui était un lieu de référence aussi, et un lieu qui a beaucoup marqué les Tananariviens parce que dans les années 30, j'imagine que parmi nous,
vous avez des photos qui sont signées Ramilzon. En tout cas, c'est ce que j'avais remarqué pendant les années de préparation de la thèse. Au moins, une famille sur 10 possède une photo signée Ramilzon. Et on va parler de cet homme aujourd'hui. Donc, Ramilzon, avant de parler de Ramilzon, parce que le titre de notre exposé aujourd'hui, c'est la photographie moderne. Donc, je vais vous emmener vers un petit rappel historique, technique, et pas vraiment technique parce que je ne suis pas photographe. Je vais juste apporter un regard scientifique sur la pratique photographique de Ramilzon. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer parce que la photographie n'est pas juste de tirer sur le déclencheur et appuyer sur un petit bouton, mais il y a quelque chose derrière. Et c'est de ça qu'on va évoquer. Et comme le titre de l'exposé est photographie moderne, je vais vous parler de la photographie moderne, que c'est un texte que j'ai rédigé, donc permettez que je lise. La photographie moderne naît à partir de l'abandon du daguerréotype qui laisse une image positive, ténue et fragile, avec la découverte du calotype ou le négatif, qui permet une reproductibilité du cliché. Il y a aussi le concours de la gélatine au bromure, une émulsion plus sensible à la lumière, le progrès technique qui a performé la vitesse d'obturation de l'appareil et qui réduit sensiblement le temps de pose. La maîtrise de l'instantané est une victoire technique. Il est désormais possible de prendre des modèles en mouvement. Si on a donné au public l'existence de la photographie en 1839, l'accélération des techniques photographiques a permis de voir se développer ces éléments de la photographie moderne seulement 20 ans après. En effet, c'est à partir des années 1860 que se met en scène une photographie moderne qui prend son envol dès les années 1880. Et à la fin du XIXe siècle, on voit sa confirmation avec la découverte de la pellicule Kodak d'Eastman en 1889, avec le slogan très connu dans le monde « Appuyez sur le bouton, nous faisons le reste ». Puis, à la floraison des prouesses techniques, se sont développées différentes approches de la photographie. La manière de faire, la manière de voir, l'expression des sensibilités. De toutes les pratiques, le pictorialisme a une grosse part dans la splendeur de la photographie moderne. Il est l'essence même de la photographie d'art. Qu'est-ce que le pictorialisme? Le pictorialisme, c'est un mouvement esthétique, donc de pratique photographique, qui a débuté autour des années 1890, qui a rapproché la photographie de la peinture, et c'est un mouvement qui voulait mettre la photographie dans la catégorie des arts. C'est un courant de pratique cherchant une photographie qui s'apparente à la peinture en jouant avec les mains pour la rapprocher du tableau. Le pictorialisme veut faire de la photographie comme un moyen d'expression artistique. Nous pouvons entendre parler d'Alfred Stieglitz, qui avait été le premier à ouvrir une galerie d'art photographique aux États-Unis, et sa galerie s'appelait la Galerie 291. En fait, ce monsieur, il a réuni des œuvres qui ont été réalisées ensemble par des artistes, peintres, photographes et des sculpteurs, car Stieglitz était l'instigateur de cette quête de la photographie d'art, et c'était le courant pictorialiste. Les photographes pictorialistes se considèrent comme des artistes. Ils s'attachent à mettre en avant la vision du sujet et à transformer le réel. Ils s'autorisent l'intervention des mains dans leur réalisation. Ils créent alors toutes sortes d'artifices, parce que c'est dans cette quête du beau, de l'art dans la photographie que sont nées les techniques du flou, les effets de clair-obscur, toutes sortes de retouches, de pastels,
des montages et des cadrages transformés, et des techniques sophistiquées de tirage autorisant l'intervention manuelle. La photographie artistique crée alors une belle image. Elle utilise du papier texturé et le photographe utilise ses mains pour retoucher, pour gratter, pour rendre flou, afin d'obtenir des photographies sophistiquées et artistiques. Dans la peinture, l'artiste est maître absolu de tous les éléments de création, les couleurs, les expressions, les déformations, etc. Tandis que dans la photographie moderne a permis la réalisation d'une photo selon ce que le photographe sent et ce qu'il veut montrer. Et c'est pour cela qu'on va parler de Ramilzon, qui est un acteur dans cette photographie moderne par ses différentes définitions techniques et très fortement influencé par le pictorialisme, car ce que nous avons évoqué sont visibles dans les travaux de Ramilzon. En effet, dans les documents laissés par le studio Ramilzon, on voit les différents essais. On en parlera plus tard. Quels sont les documents laissés par ce studio Ramilzon? La richesse de ce fonds photographique Ramilzon ne sont pas que des tirages, parce qu'il y a des brouillons là-dedans. Il y a des brouillons techniques parce qu'il y a des essais de retouches qui sont restés. Il y a des études de pastel qui sont restées. Il y a des essais de crayons qui sont restés. Il y a des planches contact. Il y a des essais de montage. Tout ceci, Ramilzon les a pratiqués. Voilà pourquoi, d'abord, c'est un indice que Ramilzon était très fortement influencé. Mais par la suite, et ce qui est très important, à partir des années 30, lorsque Ramilzon lorsque son frère a quitté la Terre, lorsqu'il a quitté son beau-frère et lorsqu'il a commencé à opérer tout seul, Ramilzon s'est abonné à plusieurs revues spécifiques de cette tendance pictorialiste parce que le pictorialisme, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est une tendance photographique, mais qui cherche à apparenter la pratique photographique qui était qualifiée toujours de technique avec l'art. Et en réalité, la photographie a permis aux photographes d'exprimer ses sensibilités. Et il y a des revues qui ont marqué cette tendance pictorialiste. Une revue très connue dans le monde qui est le magazine Vogue. Par exemple, le magazine Vogue qui avait un joli slogan qui dit « L'indispensable chic », parce que dans les magazines, dans les numéros dans ces numéros, le magazine Vogue représente des photographies artistiques pour présenter la mode, pour présenter les différentes tendances sociales, et il y a aussi beaucoup d'informations sociales. Et Ramilzon était abonné à Vogue. Je vais peut-être demander à Michael de défiler, s'il te plaît, les pages de couverture de magazines français qui couraient dans cette tendance pictorialiste. Donc nous avons ici, par exemple, Ramilzon a toute une série de collections du magazine Beauté Magazine, qui est un recueil de photographies de nus féminins, ouvrage destiné à l'artiste. Il y a Paris Magazine, revue mensuelle de photographie et de publications photographiques. Il y a Paris Beauté, donc la page suivante. Il y a Paris Beauté, suivante aussi peut-être, voilà. Il y a Paris Beauté, c'est une revue mensuelle de photographie artistique. Il y a la revue Moulin Rouge, dont je ne l'ai pas pris en photo. Ça, ce sont des pages de Vogue. Vogue, dans les années 30, Vogue est un magazine né en 1892 aux États-Unis. Et dans les années 30, voici une double page de Vogue, d'un numéro de Vogue que Ramilzon avait dans ses affaires, que j'avais pris en photo. Il y a aussi, par exemple, l'ouvrage d'illustration de photographie artistique qui s'appelle Paris Studio. Il y a, là, nous avons Pour lire à deux. C'est un roman photo et le roman, il est illustré de photographie artistique. Donc, Ramilzon était abonné à ces quelques titres, mais en grande quantité parce que
lorsque j'ai eu donc le privilège d'accéder au bureau de Ramilzon, il en avait au moins 4 reliures. Une reliure avec 20 numéros, donc de Beauté Magazine, de Paris Magazine, de Paris Studio, de Beauté Magazine. Et Beauté, qui est une publication spécifique qui représente un ensemble de nus sur 33 albums avec 960 photos dans chaque numéro. Et donc Ramilzon, il s'est nourri de ces lectures. Voilà en gros pour parler en introduction donc de l'influence de la photographie moderne et du pictorialisme et de la photographie artistique chez Ramilzon. Je vais peut-être en rester là pour permettre. Merci pour cette belle introduction qui nous donne déjà une idée de l'épaisseur de ce personnage. La petite discussion que nous allons avoir ici s'articule autour de 3 parties. Donc la première partie, on va revenir sur ce parcours riche du photographe. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment il a fait grandir cette entreprise familiale. Et dans la troisième partie, on va parler bien sûr de la valorisation de ce fonds Ramilzon qui est actuellement au niveau du musée de la photographie. Donc, pour revenir justement au personnage, est-ce qu'on peut revoir un peu le parcours, c'est-à-dire ses débuts? Et comme il a beaucoup très vite développé en tant que photographe, est-ce qu'il était dans une famille de photographes? Quel était son environnement qui l'a poussé justement à avoir ce grand intérêt pour la photographie? D'abord, Ramilzon est né d'une famille nombreuse. Ramilzon, ils étaient 7. Il y a son grand frère qui s'appelle Samuel Zafej, Radzon, Rabak, Ravloul, lui-même Ramilzon, ensuite sa sœur Rafar et son frère cadet Radzir Florent. De toute cette famille, Ramilzon a beaucoup suivi son grand frère qui s'appelle Samuel Zafej. Et lorsque Samuel Zafej avait commencé, il avait son neveu qui s'appelle Willy Radzir, c'est-à-dire l'aîné de Radzir Florent, qui était déjà en France. Dans les archives de Ramilzon, j'ai lu une lettre de Willy qui a écrit à la famille à Tananarive: ça y est, j'ai ouvert mon studio, ce qui doit me permettre de rassembler un peu d'argent pour préparer la venue de Zafej en France. Mais c'est un voyage qui n'a jamais eu lieu, mais c'est pour dire qu'il y a déjà ça. Et puis après, j'ai énuméré, j'ai recensé dans la famille, j'ai regardé les listes électorales aux archives nationales et j'ai regardé dans les archives familiales et j'ai recensé les noms de personnes qui ont signé en tant que photographe dans la famille. Donc, j'ai pu recenser 12 personnes dans le cercle très restreint de Ramilzon, parce qu'il y a son grand frère Samuel Zafej d'abord, il y a son frère Radzir Florent, qui est son frère cadet, et les 3 fils de Radzir avaient signé aussi en tant que photographe: Radzir Raphaël, Radzir Willy, qui était parti en France, Radzir Edmond. Il y avait aussi son neveu qui s'appelle Rabé Jean, qui était le fils de sa sœur Ravloul. Il y a son beau-frère Guillaume Razavchim, qui était le mari de sa sœur Rabak. Guillaume Razavchim, qui est le père fondateur de Photo-Ouv, qui s'appelle par la suite Photostavi et qui par la suite revient vers l'appellation de Photo Razavchim. Et il y a les fils de Guillaume Razavchim qui étaient Razavchim Jean et Razavchim Eugène. Il y avait aussi un neveu dont j'ai repéré le nom, mais je n'ai pas retrouvé qui étaient les parents, qui s'appellent Razanachim. Il y avait aussi Razavchim Roland, qui était un fils à Guillaume,
qui était parti en France faire de la photographie industrielle. Et enfin, il y a Radzon Alphonse, qui était donc un autre neveu de Ramilzon. Donc en tout, il y avait 12. Mais il y avait une femme qui n'était pas dans les listes officielles, mais qui était pourtant très évoquée dans la famille, c'est sa nièce Razaf Ndafar, qui était à la tête de l'équipe de retouche et qui était visible sur les différentes photos. Et Razaf Ndafar, qu'ils appelaient aussi Saounj ou Fafar, elle faisait venir ses cousines au studio. Et Fafar était l'auteur de plusieurs portraits de jeunes femmes qui sortaient du studio de Ramilzon. Donc Ramilzon était entouré de sa famille, et je parle d'une entreprise qui a commencé dans le cercle familial, dans la mesure où, dans les archives personnelles de Ramilzon, il avait écrit une certaine somme, et il a dit « Papa a avancé les 500 francs ». Ça veut dire que son père a participé à ses affaires. Et aussi, il y a souvent une phrase qui dit « Je dois 20 francs à Zafich, tant de francs à Zafich, Zafich me doit tant de francs ». Ça veut dire qu'en fait, toute la famille était engagée dans les affaires de Ramilzon, et Ramilzon était en confiance. Voilà pourquoi, je pense, est un élément de son succès. Oui, on va revenir à ce point justement dans la deuxième partie de cette entreprise familiale justement. Mais est-ce qu'on peut retracer justement cet intérêt pour le pictorialisme à cette époque-là? Est-ce que c'était déjà dans la famille, ou c'est cet environnement justement qui l'a orienté vers ce courant-là? Ramilzon était un personnage extraordinaire dans le sens où c'était quelqu'un de très ouvert sur le monde. Donc là, nous avons Ramilzon pas vraiment jeune. Le premier, parce que c'était quand il avait 50 ans. Et le deuxième portrait, c'est sa photo à la veille de sa mort, quand il avait 61 ans. Ramilzon était le roi de la retouche. Et même son fils, parce qu'il a appelé son fils unique, il a 4 enfants, Ramilzon. Il a 4 enfants, un garçon et 3 filles. Et le garçon qui est le premier-né, il s'appelle Zafich Ramilzon. Il est encore en vie, il est en France. Et j'avais le privilège de croiser souvent Zafich, qui a évoqué ses souvenirs et qui m'a permis aussi d'en apprendre beaucoup plus sur son père. Ramilzon s'est marié à 51 ans. Et donc, voilà, là-bas. Ramilzon est mort à 61 ans. Mais Zafich a dit, mon père, comme il est le roi de la retouche, il retouchait toutes ses photos. Donc, il n'y a pas de photo de Ramilzon aux cheveux blancs. Et il savait faire du lifting aussi. Donc, vous voyez là, il n'y a pas de rides, hein, il n'y a rien. C'était sa spécialité. Déjà le Photoshop à l'époque. Oui. Et c'est pour ça que Ramilzon est avant-gardiste. Et donc ça, c'est un élément de détail. Mais Ramilzon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études aussi. Ramilzon a étudié à l'école de Ambuzatu Votsim, qui était l'école des Quakers, une école de renom à l'époque, d'où sortaient d'illustres artistes, et il était là-dedans aussi. Mais comme Ramilzon habitait en Batfnac, la maison de Ramilzon est encore visible en Batfnac, et si tout va bien, on mettra une plaque commémorative de cette maison patrimoniale. Et c'est une rue très passante. Ramilzon, il fréquentait donc l'école d'Ambuzatu Votsim, qui est l'école de Vupresan, Ambuzatu Votsim, en contrebas du temple protestant d'Avarjandouar, sur la route pavée qui va chez MYE. Là, il y a Vupresan. C'était le site de l'école d'Ambuzatu Votsim. Ramilzon était là. Et après ses études, il revenait donc dans la maison familiale d'Ambatfnac, qui est en contrebas de l'imprimerie de la LMS. C'est stratégique parce que l'imprimerie de la LMS, c'était là, en fait, que tous les gens qui se destinaient au métier de la typographie, de la photographie, étaient formés. Car dans les écoles de la LMS et l'école de FFMA d'Ambuzatu Votsim, il y avait Paret, qui était un élève de William Ellis. William Ellis, c'était celui qui a introduit la photographie à Tanarive.
Barrett avait formé des jeunes et parmi ceux-là, il y avait Samuel Zafig, il y avait Razak. Et ces jeunes-là, en réalité, pour leur pratique, ils venaient à l'imprimerie de la LMS qui était tout proche de chez Ramilzon. Et donc, Ramilzon, après ce qu'il a appris à l'école, ce qu'il a appris avec son frère Samuel Zafig, il venait à l'imprimerie de la LMS et ça l'a beaucoup aidé. Et puis après, Ramilzon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, j'ai dit, parce que lorsque j'ai consulté donc la bibliothèque Ramilzon, qui contient encore à peu près 500 ouvrages, il y a un rayon spécial manuel scolaire. C'était les manuels utilisés par Ramilzon. Et j'ai relevé quelques titres de ces manuels qui n'étaient pas là en tant que décor seulement, mais la preuve que ces livres-là ont été utilisés. Il y a les pages qui sont écornées, toutes sales, il y a des annotations, ça veut dire que ces livres-là étaient vraiment utilisés. Et j'évoque quelques-uns ici. Il a lu, par exemple, le Mental Arithmetic for Pupil Teacher, cours moyen de géographie, physiology, géologie, etymological spelling book and expositor, Leesnaam in anglais, a practical introduction to English composition on a new plan, historical handbooks, animal physiology, cours de langue anglaise, Dictionary of English Language, Practical to English Composition, The British Nation, Its Arts and Manufactures, Journal Mirror and Journal Miroir du Monde, The Life of Joshua, The Stars, The Planetary System, Edward III, Epoch of Modern History, Science Primers of Introductory, Political Economy, Geography, Bridge History over the Goal of Time Music, School Arithmetics, cours gradué de thème anglais, la grammaire selon l'Académie, bref, ce ne sont que quelques titres, mais pour dire qu'il a vraiment fait des études, Ramilzon. Ramilzon il parlait couramment le français, comme il parlait couramment aussi l'anglais. Et les revues auxquelles il était abonné étaient soit en langue anglaise, soit en langue française, et tout était annoté. Ça veut dire qu'il a vraiment lu et il a fait des remarques sur ses lectures. Pas que des ouvrages, on va dire des manuels, mais aussi des ouvrages spécialisés sur la photographie. Oui, effectivement, il reste encore dans la bibliothèque de Ramilzon beaucoup d'ouvrages spécifiques et spécialisés en photographie. J'ai relevé aussi quelques titres, par exemple, le livre d'or du Grand Prix de Paris de l'élégance, catalogue du Salon international d'art photographique de Paris, le manuel de photographie de Wellington, la collection de photo-illustrations, revue internationale de documentation photographique, la photographie moderne, guide de l'amateur photographe, comment obtenir les bonnes photographies, The Best Books of Photography from the Office of Best Photographic Journal in the World, Arts et métiers graphiques de Paris, revue bimestrielle de cours et album photographique, livre de l'art international, Beauté Magazine, Paris Beauté, Moulin Rouge, Paris Studio. Il y a aussi manuel de photographie, manuel photographique du reporter photographe et de l'amateur d'instantané. Le Nu en photographie, une revue mensuelle d'esthétique et des questions techniques avec album photo en annexe, Nu et paysage, comment obtenir les bonnes photographies, La photo pour tous, revue mensuelle illustrée de photographie et de cinématographie, un ouvrage de Clifton intitulé L'atelier du photographe portraitiste, sa construction, son aménagement et publication photographique. Parmi ces titres-là, donc, il y a La beauté qui est une grande collection qui représente les plus belles photographies avec les plus beaux modèles et des collections d'albums. La beauté constitue une documentation inestimable pour les artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Ramilzon s'est abonné à ce titre dès l'année 1923. Et il y en a aussi en langue anglaise. C'est la même collection, mais en langue anglaise. La Beauté Magazine, par exemple, comporte 2600 photographies de nus artistiques reproduites dans 33 albums. Il y a le British Journal of Photography
Il y a la grande collection de photo-illustrations, donc quelques exemples de ce que Ramilzon a lu. Il y a la lecture, mais il a aussi baigné dans un milieu assez éclectique parce qu'il avait parmi ses proches, par exemple, Jean-Joseph Rabé-Hervé, Nia Antoine, mais il y a aussi son appartenance au parti VVS. Est-ce que on va dire, ces relations ont aussi peut-être nourri cet art de la photographie? Je pense que c'est évident parce que Ramilzon a effectivement évolué dans un milieu artistique, parce que son grand frère Samuel Zafech était lui-même un artiste. Et je n'ai vu aucune trace écrite. Par contre, j'ai vu des photographies de Samuel Zafech dans des costumes de théâtre où il se transformait en ange, par exemple, en fleurs et différentes sortes. Et Ramilzon était toujours à côté de Samuel Zafech. Quand vous parlez de Jean-Joseph Rabé-Hervé, effectivement, Jean-Joseph Rabé-Hervé était l'ami de Samuel Zafech et de Ramilzon en même temps. Et c'est Samuel Zafech qui a demandé à Rabé-Hervé d'enseigner le français à sa nièce Marie Razavtchim, qui est la fille de Guillaume. Et avec Saoundra aussi, donc la pastelliste qui fait les retouches. Et il y a des correspondances qui marquent tout ça. Et du côté de Rabé-Hervé, il y a des traces écrites de ces différentes rencontres entre Samuel Zafech et Ramilzon et Rabé-Hervé qui se font des rendez-vous, qui se donnent des rendez-vous. Et par la suite, Rabé-Hervé s'est marié avec Marie Razavtchim, Marguerite Razavtchim, qui est la fille de Guillaume, la nièce de Ramilzon. Ensuite, lorsque Guillaume Razavtchim est décédé, c'est Ramilzon qui s'est présenté comme tuteur de Marie. Il était devenu le parrain du couple Rabé-Hervé et Marie. Il n'y a pas que ça. Comme vous avez dit, et c'est vrai, Ramilzon, comme son frère Zafech aussi, il était membre de VVS et il était condamné lors du grand procès de VVS en 1916. Il était condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais sa peine a été allégée par un exil à Mayotte en 1916. Et il était parti en exil à Mayotte avec son frère Samuel Zafech, avec Avanaraman Antoine aussi, qui était devenu par la suite un grand ami. Et j'ai retrouvé dans les archives familiales des partitions, donc des solfèges écrites par Ramilzon lui-même. Il en est le compositeur. Et il y avait aussi une partition signée texte Avanaraman Antoine, composition, musique, Ramilzon. Et d'ailleurs, la femme de Ramilzon, c'est la veuve du poète Lisper, parce qu'il y avait cette petite société artistique dans laquelle avait évolué Rabé-Hervé, mais où se trouvait également Ramilzon. Cette même société artistique, notre collègue Claire Riffard, qui a sorti la biographie de Rabé-Hervé, elle a évoqué donc ce cercle qui avait aussi alimenté les numéros des troupes théâtrales du théâtre d'Ambatfonak qui étaient à côté. Et Ramilzon et même son fils Zafech m'avaient dit que, vous savez, mon père tous les dimanches, il tenait un petit concert à la maison parce qu'il jouait beaucoup au piano. Et c'est vrai parce que dans les archives familiales, dans la bibliothèque de Ramilzon, il y a toute une série de grands et beaux livres sur la musique. C'est des œuvres pour piano seul, pour violon seul. Et comme je vous avais dit, les pages sont tout marron à force d'être manipulées parce que Ramilzon faisait beaucoup de musique et il écoutait. Donc, vous voyez, c'est Ramilzon. Et je pense, en tout cas, moi, je suis convaincue que tout cela contribuait à affiner les sensibilités artistiques de Ramilzon, raison qu'il a poussé très facilement dans le pictorialisme pour lequel il s'est abonné aussi avec les revues. C'est très passionnant. On va entrer peut-être dans la deuxième partie de cette conférence, c'est-à-dire
le photographe qui est aussi quelque part un entrepreneur qui a géré vraiment son entreprise de manière très professionnelle et je pense que les archives le prouvent vraiment de manière concrète. Comment il était en tant que chef d'entreprise? Oui, effectivement, Ramilzon était un vrai chef d'entreprise. Zafech l'a confirmé. Il a dit, vous savez, mon père, quand il rentre au studio, il crie. Et il dit à tout le monde, si c'est un amateur, il n'y a pas de travail d'amateur par ici. Et il n'accepte pas les erreurs. Parce qu'il a appris à son équipe. Ramilzon ne travaillait pas seul. Ramilzon avait une équipe de retouche. Ramilzon avait une équipe de laborantins qui était menée par M. Rassamuel et aussi Rabé Jean. Et voyez-vous, dans les catalogues qu'il recevait, j'ai oublié de dire qu'il recevait énormément de catalogues de vendeurs, catalogues de sociétés de fabrication de matériel photographique. Et en fait, parmi ces catalogues-là, c'était des catalogues didactiques en même temps parce qu'il donnait des cours. Il donnait des cours de développement. Par exemple, il y a Kodak qui publie un livret et qui dit après comment utiliser nos papiers et comment faire les émulsions. Et j'ai noté que dans ces catalogues-là et dans ces apprentissages-là, tout était annoté. Ça veut dire que Ramilzon mettait vraiment en pratique. Il y a des écrits au crayon de calcul de solutions, des calculs de pourcentage et aussi de noms de produits qu'il met de côté. Et après, ça reste des manuels utilisés dans son laboratoire. Et Ramilzon aussi, parmi ces catalogues, j'aimerais quand même dire que Ramilzon n'était pas client à un seul fournisseur. Parmi les dépliants qui restaient, j'ai pu retrouver un dépliant de publicité de Kodak et qui a été par la suite édité par Photowove, donc de Guillaume, pour être distribué auprès des utilisateurs. J'ai vu un livret de l'Union photographique industrielle de la société Lumière, les frères Lumière, les inventeurs du cinéma, qui avaient aussi inventé l'autochrome en 1900. Et j'ai vu aussi des dépliants de boîtes à travaux photographiques, c'est-à-dire les chambres photographiques, tous les matériels. Il y avait des brochures Kodak. Et attention, Kodak avait publié un catalogue de tarifs qui était confidentiel, uniquement pour les professionnels, et c'est marqué sur le petit livret, tarifs confidentiels. Donc, il y a un vrai travail, un vrai professionnalisme, en tout cas une volonté de faire bien chez Ramilzon. Il était aussi abonné au catalogue et livrets, brochures et prospectus de magasins d'entreprises productrices de matériel photographique. Donc, outre Kodak, il y a le SOM, qui est la société d'optique et de matériel et d'esthétique industrielle. Il y a la société Clary. Il y a beaucoup, en tout cas, de ces brochures avec les cours. Je tiens à le dire parce que quand on voit des catalogues de vente de matériel photographique aujourd'hui, il n'y a plus de cours qui viennent avec. C'est juste donc des énumérations d'articles, tandis que les livrets que j'ai retrouvés chez Ramilzon, en même temps, ça présente les produits, mais il y a les cours qui arrivent avec aussi. Puis, il y a aussi les typologies d'accessoires, des détails vraiment techniques qui l'ont aidé vraiment à grandir, à développer son talent. Ça, par contre, c'est dans le diapo, dont je ne pense pas que Mickaël pourra trouver, mais en tout cas, pour parler de l'homme d'affaires, toujours, excusez-moi, j'ai oublié de le dire parce que c'était très important. Les cahiers de compte de Ramilzon sont encore conservés par la famille. Peut-être que tu peux montrer, Mickaël, s'il te plaît, c'est marqué Archives Ramilzon. C'est des vieux livres de comptes, comme ce qu'on a là, par exemple.
Il met la date, il met le nom du commanditaire, le nombre des commandes, ensuite quelques observations. Il y a aussi d'autres cahiers dans lesquels il mettait les adresses des gens, où il laissait des remarques aussi. Et même pour son ménage, là, vous voyez, ça c'est le cahier de compte qui inclut ses frais domestiques parce qu'il marque ménage. Chaque mois, il annonce ménage 20 francs, par exemple. Et après, le nom des gens pour l'aumône, pour l'argent qu'il prête à des gens. En tout cas, il tenait un livre de compte pour le budget familial, des livres de compte pour les commandes, des livres de compte aussi pour la gestion des matériels, parce que pour tous les matériels, il a fait des cahiers et à chaque sortie de boîte de négatifs, par exemple, l'employé signe Samuel Aniu, 20 lumichrome. Et donc, il y a entrée et sortie, tout est réglementé chez Ramilzon. J'ai vu aussi des cahiers de commandes qui partent à l'extérieur parce que, visiblement, Ramilzon faisait ses commandes directement en France. Il était en correspondance régulière avec un certain Charbeur qui était à Marseille et qui envoyait des containers pour lui, pour les différentes cartes photos, pour les émulsions, pour les petits matériels. Et il y a des copies de lettres de réclamation de Ramilzon parce qu'il a dit « Monsieur, j'ai bien reçu le colis de 15 kilos, par exemple, avec ceci, 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 et il manque quelque chose et j'aimerais que vous me l'envoyiez rapidement. » Donc, il y a des correspondances qui sont restées, il y a des traces de commandes, il y a des traces de commandes de Madagascar aussi, parce que les clients de Ramilzon n'étaient pas que de Tananarive. Il y a beaucoup de lettres de l'administrateur de Yous, par exemple, un militaire de Muramang, un commerçant indien de Nusibe, quelqu'un de Murndava aussi, quelqu'un d'Analalav. Ces gens-là avaient fait des commandes et ils envoyaient par mandat poste. Et chez Ramilzon, il y a des talons de tickets d'envoi de marchandises en dehors de Tananarive. Ça veut dire aussi que la poste fonctionnait et donc on faisait confiance à la poste. Et il y avait beaucoup de circulation de matériel et de correspondance de ce genre. Et chez Ramilzon, il recevait aussi des catalogues de tissus pour embellir les cadres. Il recevait des catalogues de petits matériels. On ne peut pas montrer là parce que c'est dans un autre fichier, mais en tout cas, il y a tout ça. Et Ramilzon qui énumérait aussi les noms de ses employés et qui vérifiait les entrées et sorties. L'argent chez Ramilzon était bien laissé au clair, il y a des traces, et même les factures des locations de compteurs d'eau et d'électricité chez Ramilzon sont conservées. Les notes de banque sont restées. Et il y a aussi chaque année, à chaque fin d'année, il reçoit donc le bilan de ses comptes à la banque Comptoir national des comptes de Paris, que c'est vraiment pour dire que Ramilzon, c'est la photographie, ce n'était pas qu'un divertissement, c'était une affaire, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai dit qu'on ne s'improvise pas photographe, dans le sens où il y a des règles, il y a un professionnalisme qui se fait. C'est différent de faire des photos à loisir comme ça. Là, par exemple, on a retrouvé ça dans les affaires de Ramilzon, ces tarifs. Lors de ma thèse, j'avais évalué ces tarifs et j'avais comparé aux tarifs de l'époque. Un portrait en buste artistique chez Ramilzon coûte plus cher que le salaire d'un ouvrier de chez Sevima pendant la semaine. Ça veut dire que les photos de chez Ramilzon coûtent vraiment cher. Et c'est justifié, car ces matériels sont importés, ces accessoires sont importés, les intrants qu'il utilise viennent aussi de l'étranger, et son savoir-faire aussi. Et pourtant, ça n'empêchait pas les gens de venir chez Ramilzon. Oui, en parlant de ça, justement, c'est peut-être ce professionnalisme, cette organisation qui ont fait son succès aussi. Mais même après son exil, il continuait à recevoir beaucoup de clients étrangers. Oui, effectivement, c'est vrai, Ramilzon était parti en exil en 1916. Il en était revenu en 1918.
avant le départ en exil, d'abord, il y a Samuel Zafech qui était déjà parti à Tamatave dans les années 10, et tous les deux étaient donc condamnés. Mais au retour de l'exil, Ramilzon a continué le travail photographique. Et à partir des années 20, il y a des photographies signées Ramilzon seul maintenant. Parce que Zafech est décédé en 1925 à Tamatave et Ramilzon a continué seul. Il a continué un petit peu avec son beau-frère et après il faisait seul. Et les photographies qui datent des années 20 jusqu'à son décès en 1948 sont des photographies de toute nationalité. Il n'y avait pas que des malgaches, il y a des milliers de photographies. On parlera tout à l'heure des restes de plaques de verre, c'est-à-dire donc les négatifs que Ramilzon utilisait. Il y a, avec les pertes, on a recensé plus de 50 000 plaques. Ça veut dire que c'est ça aussi qui fait la singularité de Ramilzon. Ramilzon a dépassé cet horizon de l'exilé. Car même après son exil, la politique est autre chose, les affaires sont autre chose. Ramilzon ne repoussait pas ses clients et malgré ses activités artistiques ou politiques, il continuait à recevoir. La preuve, je vais peut-être demander à Michael de montrer les portraits vers la fin du PowerPoint. Ça, par exemple, c'est... excusez-moi, j'ai oublié de dire. Ça, c'est une de ces photos de Ramilzon qui avait gagné au concours. Parce que Ramilzon, c'est quelqu'un qui voulait vraiment le faire. Et de son propre gré, il s'est présenté à l'exposition coloniale d'Anvers qui a eu lieu en Belgique en 1930. Il s'agissait de l'exposition coloniale et des arts flamands. Et Ramilzon sortait avec une médaille d'or de cette exposition. Voilà les photographies qu'il avait présentées. Et ensuite, en 1931, il a la très, très, très grande exposition coloniale internationale de Vincennes, pour laquelle Ramilzon aussi participait. Mais cette fois-ci, il était sollicité par le président de la commission de la photographie qui lui avait demandé, Monsieur Ramilzon, on vous confie donc la réalisation de photographies qui représentent Madagascar parce que c'est ce qui manquait lors des expositions coloniales précédentes. Et Ramilzon sortait de ce concours aussi avec une médaille de bronze, certes, mais c'est ça qui a fait son renom parce que après l'exposition de 1931, il y avait des quotidiens de Tanarive qui faisaient des publicités gratuites pour Ramilzon. Et je l'avais recensé, je ne pouvais pas prendre en photo à l'époque aux Archives nationales, donc j'avais copié à la main un texte qui dit « Chers amis, si vous passez à Tananarive, ne ratez pas de passer chez notre ami photographe Ouv Ramilzon, qui fait de belles photos. » Et il y a même un petit extrait de la stance je ne me rappelle plus, mais en tout cas, qui dit vos beaux yeux, la lumière est dans vos beaux yeux. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait une publicité gratuite pour Ramilzon. Et il y avait aussi le journal Le XXe siècle qui sortait régulièrement des portraits de femmes réalisés par Ramilzon avec un petit texte qui dit « La jeune femme qui se reconnaît sur la photo bénéficiera d'un abonnement gratuit au journal, par exemple. » Ou bien, et puis il y a aussi un autre portrait d'une jeune femme au bord de l'eau, et il est écrit « Voilà une beauté ouf ». Donc, Ramilzon, en fait, il donnait ses photos à des journaux qui publiaient, et c'est ça aussi qui rejaillit sur sa réputation, qui fait que chez Ramilzon, il n'y a pas que des malgaches. Tout le monde va chez Ramilzon, Karan, Chinois, Malgaches, quelles que soient les catégories sociales. En fait, tout le monde qui en avait les moyens pouvait venir chez Ramilzon. Oh là là,
Est-ce qu'il y a encore d'autres portraits à commenter? Non, pas à commenter, mais il y aura beaucoup de portraits qui seront présentés lors de l'exposition au musée de la photographie inauguré le mercredi 19 octobre prochain. Donc à partir du 20 octobre, on aura loisir à contempler les œuvres de Hamilton, particulièrement les photos qui étaient coloriées à la main, parce qu'on a eu la chance et la générosité et la confiance de la famille qui nous a permis d'exposer donc des œuvres originales et coloriées à la main par Hamilton. Et c'était les photos qui avaient gagné lors des concours aussi. Donc il y aura beaucoup de photos à contempler parce que ce sera une exposition exclusivement avec les photos de Hamilton. D'accord. On va patienter alors dans ce cas. En parlant de ça, parce que là on entre dans la troisième partie de cette conférence, vous allez donc travailler dans la valorisation de ces œuvres de Hamilton. Comment ça va se passer à part cette exposition justement? Donc, je suis entrée en contact avec la famille Hamilton depuis le DEA, très longtemps déjà. Et en 2018, il y avait un partage de biens des héritiers de Hamilton. Et tout ce qui était des affaires du studio, des affaires physiques vraiment, des malles avec les plaques, des restes de plaques, des restes de planches contact, des photos non livrées, beaucoup de choses ont dû être déplacées. Et c'est à ce moment-là que la famille, les héritiers donc, avaient sollicité le musée de la photographie pour préserver ces plaques et les photos qui étaient avec. Et c'est suite à une signature d'une convention d'entreposage que le musée de la photographie est devenu dépositaire de toutes les productions de Hamilton et de tous les biens qui étaient restés dans cette pièce d'Anzanar et quelques mobiliers aussi. Sachant que tous les mobiliers qui avaient été utilisés dans le studio Hamilton sont encore là, ne sont pas abîmés, sont superbement bien conservés par la famille, à savoir les Cléopâtres, encore les tables, les guéridons, les tentures, des chaises aussi, le bureau de Hamilton. Tout y est encore parce que, si je me rappelle bien de l'information, il y avait un frère à Hamilton qui était un ébéniste et qui l'aidait aussi donc, dans la décoration de son studio et qui permettait aux gens d'avoir ces différents mobiliers. Et donc, nous, on n'a pas pris les mobiliers, mais ils nous ont donné donc, les caisses avec les plaques photographiques. Et grâce à un financement particulier, le musée a commencé à entreprendre le projet, sinon c'est vraiment l'action de numérisation pour sauver ces plaques qui étaient en danger, parce que tant que les plaques étaient dans les caisses, fermées et sans oxygène, elles étaient restées intactes. Mais à partir du moment où on a sorti des caisses, il fallait traiter rapidement parce que la sécheresse de l'atmosphère, l'humidité, ça a raison très rapidement des plaques. Les champignons arrivent, les émulsions se décollent, et c'est l'action que le musée mène depuis cette année. Avant, on faisait des numérisations ordinaires avec le scanner, mais là, il y a une opération spéciale de sauvetage de ces plaques de chez Hamilton, et il y a cette action de préservation, mais on a un devoir de valorisation. Et c'est pour cela que on va mettre en place les premiers tris des photographies extraites de ces plaques de verre, c'est-à-dire que le musée, grâce à un matériel spécifique, a une équipe de jeunes très dynamiques et très compétents. On est arrivé à avoir donc du positif avec les négatifs de verre
Et grâce à cela, on a pu obtenir des photos qui sont présentables. Et donc, c'est un moyen de valorisation, d'archives photographiques, mais c'est aussi une action de valorisation culturelle. Et c'est ce qui sera présenté lors de cette nouvelle programmation pendant 3 mois. Je pense qu'on peut passer le film et puis vous pouvez garder les questions juste pour quelques minutes et on passera aux échanges après. Donc, on va regarder un petit film sur le photographe. Mon nom est Ramilzon. Je suis né à Antananarivo en 1887 dans la maison de ma famille. Depuis le quartier d'un Badvinac, j'ai dédié toute ma vie à la photographie, avec ardeur et passion. Aujourd'hui encore, il n'est pas une maison de la capitale qui n'ait pas une photographie de famille réalisée dans mon studio. Voici mon histoire. J'étais encore très jeune quand mon frère aîné, Samuel Zafich, m'initie à la technique photographique. Alors qu'il part à Tamatave ouvrir un nouveau studio, je poursuis mon apprentissage avec mon beau-frère, Razafchim. Il est le fondateur d'un studio photo déjà renommé dans la capitale, Photo Hoove. À 20 ans déjà, je signe mes premières photographies et rapidement, je connais un succès grandissant. Dans mon pays, dans les années 1920, les arts et la littérature connaissent une effervescence prolifique. À côté de l'abondante photographie officielle qui documente la vie de la colonie, des studios de photographie créés par mes compatriotes fleurissent dans les rues de la capitale. Parmi ceux-là, mon studio est fréquenté par toute la bonne société de l'époque, grandes familles, hauts fonctionnaires ou encore dignitaires religieux. En 10 ans d'activité, les photos que je signe se trouvent dans presque tous les foyers aisés de la capitale, mais aussi fréquemment dans les journaux où elles illustrent les reportages. En 1937, je réalise dans mon studio des travaux d'agrandissement et d'aménagement pour avoir plus de possibilités pour les prises de vue. Parmi les innovations que j'apporte, je crée un puits de lumière zénital pour éclairer autrement mes modèles. Tout Anna s'enchante de la modernité de mon atelier. Mon studio se reconnaît aisément par sa coquette devanture avec sa baie vitrée à l'étage, son enseigne en relief et son puits de lumière visible depuis l'extérieur. En hymne à la beauté, je réalise au fil des années une collection de portraits de femmes, facétieuses, malicieuses ou rêveuses, mais toujours pudiques et pleines de charme. Mon épouse, Marie-Thérèse, est ma première muse. Je réalise de nombreux portraits d'elle, accoudée à une colonne ou allongée sur un récamier. Elle porte toujours un sourire, franc et ouvert, ou songeur et énigmatique. Nombre de ses portraits de femmes sont publiés dans la presse. Un jour, suite à une discussion avec les responsables du journal, nous proposons à la jeune femme qui se reconnaîtra sur la photo publiée dans le journal
un abonnement gratuit au quotidien. Mariage et veillée mortuaire, première communion et fête chrétienne, rassemblement de scouts et photos de famille. Je suis de tous les événements, familiaux ou communautaires. La nature est une source d'inspiration pour la composition de mes portraits. Je crée une série appelée Les Naïades, qui met en scène de jeunes femmes, près de plans d'eau, dans des poses lyriques et gracieuses. Des comédiennes malgaches ont la pose plus langoureuse. Grâce à ma participation à des expositions coloniales internationales, je reçois en 1931 les médailles d'or et d'argent au concours de Paris et d'Anvers. À l'âge de 61 ans, je réalise mes dernières prises de vue et je tire ma révérence, après une longue carrière. En 1949, le studio Ramilzone ferme définitivement ses portes. Les 60 000 photographies que j'ai réalisées en toute une vie sont stockées dans mon studio, comme de belles endormies. En 2018, mes ayants droit les confient au musée de la photographie de Madagascar, où elles sont désormais conservées. Elles sont en cours de numérisation, afin que les générations futures puissent découvrir mes travaux. Cela prendra près de 3 années, à raison de 100 images par jour. Merci pour ce beau film. Il est pas seulement révolutionnaire et avant-gardiste, il est génial. Il a même prévu la numérisation de ses œuvres à la fin. Merci, chère Eliane, pour votre intervention qui est très enrichissante, très riche en informations et qui nous permet de connaître ce photographe illustre et grand. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de questions au niveau de notre public. Donc, je crois qu'il y a un micro. Celui-là. Alors, pas forcément des questions, hein, si vous avez des appréciations, des... Rinja, s'il te plaît, le micro. Fais circuler le micro, s'il te plaît. Merci. Bonjour Eliane. Prisra Koutmang, un ami fidèle du musée. J'ai juste deux petites questions.
est-ce que Ramilton a été le photographe exclusif de Raperville? Première question. Et deuxième question, dans les archives, dans les archives de Ramilton, est-ce qu'on a retrouvé les copies manuscrites des poèmes de Raperville? Parce qu'en fait, quand on lit son journal intime, il dit toujours que il faisait des copies fidèles de tout ce qu'il écrivait et il confiait ces copies à Ramilton. Donc la deuxième question concerne ce point. Est-ce qu'on a retrouvé ces copies dans ces archives? Merci. On va prendre une série de 3 questions. Donc, par là. Je vous remercie, Madame Eliane Radonarson. Quelques questions et puis surtout une proposition. Alors, d'abord, est-ce que vous avez pu interviewer ou avoir des archives concernant les studios? Bien sûr, de Ramilton, ça a été fait, mais concernant Photo Uva et les studios des Razzieri, qui étaient en Katfuti, et puis à, comment ça s'appelle, à Isuraka, juste en contrebas du tombeau du Premier ministre. Ensuite, l'ébéniste, je pense que l'ébéniste est tout aussi intéressant que les 2 photographes qui étaient les neveux de Ramilton. Ensuite, je voudrais attirer ton attention sur la maison que nous avons pu voir à plusieurs reprises sur les photos. J'ai bien peur, en passant presque tous les jours devant cette maison, qu'un jour, elle ne soit vendue par les héritiers. Et ce que j'ai remarqué aussi, si les lettres en relief sont toujours là, dernièrement, cette maison a été louée à une société de gardiennage et qui a fait peindre la façade en des couleurs vraiment effrayantes. Alors, je ne sais pas, j'ai peur que cette maison ne soit un jour transformée, défigurée complètement comme la maison du haut. Je pense que tu vois ce que je veux dire. La maison du haut n'a rien de l'architecture malgache, du Tchangache. C'est, entre les guillemets, moderne, et ça va bien se conserver, mais on n'y retrouve plus le cachet Ramilton dans cette maison où habitent au moins 2 de ses filles. La dernière, elle est en France définitivement, mais les 2 aînés sont toujours là, dans une, entre les guillemets, belle maison, entre les guillemets, moderne. Mais que reste-t-il du cachet Ramilton dans le paysage d'Ambatfnak? Déjà qu'on a perdu le théâtre d'Ambatfnak, que va-t-il rester de la maison Ramilton? Je crains qu'il ne reste plus rien dans quelques années. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que tu en sais? Merci de répondre à mes questions et préoccupations. Merci. Troisième. Bon, on va peut-être répondre à ces. Oui, voilà. Rivnen, étudiant en histoire, quelques questions. Premièrement, comment se fait la démocratisation de la photographie à Madagascar, puisque durant l'époque royale, tout le monde, quand il faut être photographe,
fuyait, car on pensait que la photographie avait un caractère de voleur d'âme. Donc, telle est ma première question. Et ma deuxième, c'est à propos des salles de studio. Donc, dans les années 30, est-ce qu'il y avait déjà des décrets venant de l'administration coloniale qui parlent des normes architecturales qu'il faut respecter? Par exemple, des fondations en dur et non en bois, par exemple. Et dernièrement, ça concerne ce procédé dont Madame avait parlé, c'est la dinobromure-tason. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité? Merci beaucoup. Merci pour ces 3 questions, ces 3 interventions, on va dire. On va laisser la parole à l'experte. Merci Brice pour les questions. C'est vrai, Ramilzon était le tuteur du couple Rabbi Arvel au Mari à la mort de Guillaume Razavtchim. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de correspondances et d'échanges épistolaires entre Ramilzon et Rabbi Arvel. Effectivement, Rabbi Arvel a écrit des poèmes pour Ramilzon, mais malheureusement, je n'en ai pas vu les copies dans les archives de Ramilzon. Ramilzon lui-même écrivait, il créait des poèmes, et j'ai vu dans les archives des ébauches de poèmes produites par Ramilzon. Par contre, je n'ai pas retrouvé des traces de Rabbi Arvel dans les écrits de Ramilzon. Voilà une première réponse. Je suis désolée, j'en ai pas vu. Ramilzon faisait beaucoup de photos de Rabbi Arvel. Et quelques-unes sont d'ailleurs utilisées par Claire Riffard pour son livre Biographie de Rabbi Arvel, parce que c'était des photos restées inédites jusqu'à ce que le musée de la photo les ait retrouvées dans les plaques de verre qu'on était en train de numériser. Donc on a pu retrouver des images de Mari, de Ramilzon lui-même, du couple, quelques-unes, mais des négatifs de verre dont on avait donné certaines épreuves à Claire Riffard, sinon sans plus. Merci beaucoup, madame, pour vos questions. Oui, j'ai fait le tour des photographes de studio de Tanarif des années 20 et des années 30. Je dois dire que j'avais commencé par Razak, d'abord, dont le petit-fils il n'est plus maintenant. Bonaparte habitait à Pandan. Il était un des petits-fils, arrière-petits-fils de Razak. Il était encore en possession d'un appareil de glyphoscopie, stéréoscopie et quelques épreuves photographiques réalisées par son grand-père. Le professeur Narvel Rodonarman, dont la mère était une petite fille de Razak aussi, nous a montré quelques épreuves photographiques. Bien sûr, j'ai été voir Jean-Claude Razavtchim, qui était l'arrière-petit-fils de Guillaume Razavtchim, le fondateur, Jean-Pierre et Jean-Claude, qui sont les petits-fils de Jeanne Razavtchim. Et il y a aussi cette Raswanev qui était il est encore vivant, qui est le petit-fils de Jean Razavtchim. Et malheureusement, c'est de ça en fait qu'est venue l'idée de musée de la photographie, parce que c'était au cours de mes années de recherche que j'ai fait le tour de tous les photographes de Tananarive des années 30. J'ai recensé le nom de Rasoul Zatouf, André Manaten,
Renzavtiev qui avait commencé en 1902, les frères Ratimama qui avaient commencé en 1900, Radzir, bien sûr, les gens qui étaient autour de Ramilzon. Il y avait Moderne Photo aussi, Antan-Narin. Et malheureusement, et ce qui est vraiment très dommage, et c'est de ça qu'est venue l'idée du musée de la photo, parce que la maison Photo des Razavtchim, qui avait commencé à fonctionner à partir de 1903, n'a laissé aucune trace, aucune pièce, parce que le studio d'Antan-Narin, ils avaient commencé à Israq d'abord, ensuite ils étaient sur rue Carillon à Antan-Narin, ils étaient victimes d'incendie. Ensuite, ils étaient victimes de vols. Ensuite, Photo Razavtchim se trouvait à Antan-Narin du côté des Anglicans, dont la propriété était par la suite transformée en bureau de poste. Et ils ont dû déménager en bout de flot. Et donc, à force de déplacement, ils ont beaucoup perdu. Et lorsque j'étais chez Jean-Claude en 2005 ou 2015, je ne me rappelle plus, il y avait encore, à l'époque, il y avait encore la baguette dorée à Tsarlalan, qui était l'annexe de Photo-Rouv, où sa mère Hélène Razavtchim tenait encore la maison. Il y avait encore un album réalisé par leur père et par leur frère Gabi Razavtchim, qui était aussi un photographe. Et lorsqu'en 2012, Claude était malade, il a dû fermer la maison. Et à ce moment-là, il ne restait plus rien du tout. Quand je suis venue chez eux plus tard à Ilaf, il restait un portrait de Guillaume et de Rabat, que c'est tout ce qui restait de Photo-Rouv. Sinon, c'était dans les archives que j'ai puisé les informations, dans les journaux de l'époque, mais pas de traces photographiques chez les Razavtchim. Sinon, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Gabi, c'est l'aîné. Gabi tenait un studio à Tuléar. Et en fait, chaque année, ils organisent une tournée. Ils ne restaient pas en ville. Ils emmenaient leur matériel et ils réalisaient les photos d'identité qui étaient très demandées par l'administration à l'époque. Ils faisaient des photographies. Je me rappelle, Claude avait dit qu'ils partaient le matin à un endroit et ensuite ils développent et tirent les photos en ville et ils renvoient ça par la suite. Et c'était comme ça que se faisaient les affaires. Il y avait beaucoup de déplacements de photographes. Mais sinon, est-ce que j'ai répondu à la première question d'abord? La deuxième question à propos de la maison. La maison, en fait, il y a deux maisons. Et si nous circulons dans Tananarive, et si nous passons par Imarivlantre pour descendre et aboutir jusqu'à Tsapanmaz, où il y a Batnokang, le temple protestant, sur notre droite, après Imarivlantre, il y a un virage, et sur la droite, il y a une maison construction. Il y a un terrain vague maintenant, et il y a une maison construction. Et tout de suite après, il y a la maison familiale Ramilzon, qui n'est pas tout à fait perdue. Parce que c'est vrai, et je considère cela comme très positif, car la famille, tous les ans, essaie de rafraîchir la peinture. Ils n'ont jamais touché au mur, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez encore les murs d'adobe couverts de torchis qu'ils peignent ensuite en beige crème et les volets ont toujours été là. Et à l'intérieur de la maison, les planchers sont les mêmes, l'escalier, tous les mobiliers du temps de leur grand-père sont majoritairement là. Et donc, moi, je pense que ça les protège aussi de ne pas avoir une maison ostentatoire pour une façade sur une rue très passante.
Et il y a une deuxième entrée, c'est-à-dire si nous prenons la rue d'Ambatfnakambani, là où il y avait le point à l'époque, pour ceux qui se rappellent, là où il y a Niaouli maintenant, et en face du Niaouli se trouve un endroit qui s'appelle Candice, dont la façade est de couleur blanche et qui couvre l'enseigne en relief Studio Ramilzon. Et cette enseigne-là ne disparaîtra pas, quelles que soient les couleurs que les descendants vont mettre dessus, parce que c'est dans le contrat de la famille, on n'enlève pas l'enseigne de Ramilzon. C'est vrai, il y avait eu la société de produits chimiques qui s'appelle SPSM, il y a eu COPS, la maison de sécurité, qui avait peint les murs en couleur camouflée. Là, maintenant, c'est tout blanc, avec Candice. Et il faut bien voir pour retrouver l'enseigne en relief, effectivement. Mais je ne pense pas que ça va disparaître, car connaissant donc l'attachement de la famille à tout ce qui est héritage, parce qu'il y a la fille de Ramilzon qui est encore là, il y a ses enfants qui sont encore là, je ne pense pas que cette maison disparaîtra demain, ou même dans 5 ans. Et en tout cas, ils essaient d'entretenir. Et je les félicite pour cela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si tout va bien, ils vont mettre une petite plaque sur la maison pour dire que voilà une maison traditionnelle de tel type d'architecture, construite en 1840, qui a vu naître le studio Ramilzon le premier et l'habitation de la famille. Et le cachet Ramilzon, je pense qu'il sera toujours là. Moins visible peut-être, mais présent quand même. Monsieur Fitch. La démocratisation de la photographie à Madagascar. Oui, il y a eu démocratisation, effectivement, vous avez raison, parce que pendant la période royale, la photographie était très sélective. Bien sûr, il y avait ceux qui avaient peur, qui était donc du même avis que la reine Ranaval la première, comme quoi la photographie prend l'âme des gens, c'est vrai, mais attention, Radama II, prince Rakut à l'époque, était très attiré par la photographie et il avait tout son entourage qui défilait chez Élise pour se faire en photo. C'est vrai, c'était les amis de Rakut, mais ce n'était pas tout le monde. Et même s'il y avait des premiers studios malgaches qui étaient ouverts, en l'occurrence Razak, Razimamang, c'était les gens qui avaient les moyens de venir dans ces studios qui y venaient. Et les années 30 constituent et représentent pour l'histoire de la photographie à Madagascar des années fastes, parce que à partir des années 30, il y a une multitude de magasins d'importation qui faisaient venir des matériels photographiques. Et dans cette même période, le succès de l'instantané a touché les familles. Et il y avait donc des gens qui pouvaient avoir des matériels photographiques et qui n'avaient plus besoin d'aller chez le photographe professionnel pour faire des photographies. Et c'est ça qui a permis ce que moi j'appelais dans un article l'essor des photographies de studio, parce qu'on recensait au moins 30 photographes de studio à Tananarive même. Et cela a continué dans les années 50, lorsque Madagascar était à l'approche de l'indépendance, du retour de l'indépendance. Il y avait de plus en plus d'entrepreneurs commerciaux qui faisaient venir donc des matériels, des produits et des accessoires de photographie, et on voyait circuler dans les rues des amateurs qui prenaient des photos. Et c'est ainsi que s'est déroulé les premières étapes de la démocratisation de la photographie à Tananarive. Qu'est-ce que le procédé de gélatinobromure? Je me demandais même ce que c'est. Voyez-vous, c'est un truc comme ça. Je vais l'expliquer parce que je ne suis pas photographe, mais je vous dis, la chose se passe comme ceci. Il y a une plaque qui est neutre comme ça, on va dire un verre, depuis que Eastman, c'est-à-dire depuis que Kodak a inventé la pellicule en celluloïde plastique, le procédé est resté le même, car en fait, voyez-vous, c'est un plastique ordinaire.
Mais il y a une solution, c'est-à-dire il y a des produits chimiques, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure lorsque Kodak vendait ses papiers. Les catalogues, en même temps, étaient didactiques parce qu'ils avaient appris aux gens comment utiliser nos produits. C'est-à-dire qu'ils lancent les films et en même temps, ils vendent les solutions. Car en fait, voyez-vous, donc voici, c'est un plastique ordinaire, mais ce qui rend ce plastique-là en film, en pellicule, c'est qu'il y a une couche, voyez-vous, il y a une solution chimique qu'on enduit sur la couche, et c'est ça qui rend le papier sensible. Et donc, cette surface, on l'appelle surface sensible. Et lorsqu'on introduit ce support sensibilisé, à cause de la solution sensible, c'est ça qu'on fait entrer dans l'appareil, c'est-à-dire la chambre photographique. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur du gros appareil. Vous avez un objectif qui est en fait une ouverture qui va capter la lumière. Et à l'intérieur de l'objectif, vous avez une série de lentilles qu'on appelle obturateurs. Et lorsque l'opérateur tire sur le... Aujourd'hui, nous avons des petits boutons. Hein. Avant, on tire le déclencheur, c'est-à-dire un fil avec un bout ici. Lorsqu'on tire le déclencheur, alors l'obturateur de l'objectif s'ouvre. Ça reçoit la lumière et la lumière écrit le modèle qui est entre le soleil et le papier et la lumière inscrit le modèle sur la surface sensible. Voyez-vous ? Et c'est ça qui faisait la différence entre la photographie d'avant et la photographie moderne, parce que la photographie moderne, cette solution sensible a beaucoup évolué, parce que la vitesse de captation ou la vitesse de capture de la lumière du papier détermine la qualité de la photographie. Ou sinon encore, la question technique de la vitesse de l'ouverture de l'objectif, c'est-à-dire la vitesse de l'obturateur, ça détermine également la qualité de la photographie. Il y a tout cet ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit que la photographie, elle est à la fois technique à cause de tout cela, mais elle est à la fois aussi de l'art, parce qu'il y a la sensibilité du technicien qui dicte « voilà ce que je veux faire ». J'espère que je me fais comprendre. Voilà en gros. Et la solution de gélatino-bromure, parce que voyez-vous, à l'époque où on avait découvert le daguerréotype, c'était une solution de bitume de Judée, c'était donc une solution très épaisse qui était là, et la sensibilisation était très lente, et il fallait 24 heures pour laisser donc l'appareil photo et l'obturateur et l'objectif ouvert pour pouvoir inscrire le modèle sur le papier. Plus tard, il fallait juste 10 secondes, donc le temps de pause a beaucoup diminué. C'est ça qui fait la victoire de la photographie moderne. Et en fait, maintenant, les techniciens, ou en tout cas les savants qui font ça, ils sont en concours dans la qualité de la sensibilité. La sensibilité à la lumière, est-ce que c'est assez élevé ou c'est moins élevé, ou encore dans la vitesse de l'obturateur. Et voyez-vous, là, maintenant, on joue avec les zooms pour ce qui est du focal et de la profondeur du champ. C'est-à-dire, est-ce que le modèle est loin ou près de l'objectif? Ou est-ce que l'objectif a la capacité de rapprocher du modèle, même s'il se trouve à 500 mètres de l'objectif? Donc, il y a tout ça. C'est du système photographique que je ne maîtrise pas beaucoup, mais je sais juste que ça fonctionne comme ça et j'imagine qu'on est dans la même situation. Merci. Merci. On va peut-être prendre une série de questions avant de... J'aurais juste une seule question. Est-ce que parmi la descendance de ces grands photographes, il y en a qui ont repris le flambeau, qui sont devenus photographes aussi à leur tour? Merci.
Merci bien. Je vous félicite, madame, pour votre exposé qui était très, très intéressant. Et je vous prie d'excuser notre retard parce qu'avec les embouteillages, on n'a pas pu arriver à temps. Une question, je ne sais pas si vous avez déjà répondu, mais deux questions de curiosité. La première, où est-ce qu'il est enterré, Ramilzon? Je pose cette question parce que vous vous souviendrez que Maurice Bloch, qui a développé la théorie des sciences cognitives, s'est inspiré des pratiques malgaches et en particulier des pratiques d'enterrement, et avait défini que c'est au moment de l'enterrement que les gens définissaient leur statut social. Or, si j'ai bien compris, c'était un garçon qui a fait ses études chez les Quakers, et les Quakers représentent un groupe particulier au sein de la confession protestante. Et ceci m'amène à la deuxième question. Est-ce que Ramilzon a eu des idées précises concernant la fonction de la photographie? Il s'est lancé dans la photographie, mais il aurait été intéressant de savoir pourquoi s'est-il lancé dans la photographie. Et ceci me paraît important parce que si vous rattachez les grandes œuvres en architecture, en commémoration, la photographie peut être considérée comme l'expression d'un désir d'éternité, dans la mesure où la mort représente la destruction définitive et la photo assure, si vous voulez, la pérennisation de votre souvenir et peut-être de votre pérennité. Ce qui pose le problème de la fonction de la photographie, puisque chez la reine Ranaval, qui n'était pas sotte, n'oubliez jamais ça, et qui s'était beaucoup intéressée à la littérature et à la connaissance de Madagascar, pour elle, la photographie, c'était une technique de captation de l'âme et de la personnalité des gens. Alors ça, il faudrait voir dans cette tradition donc intéressante à Madagascar. Le dernier point concernant cet aspect technique que vous avez évoqué, vous avez à juste titre évoqué que la captation de la photographie, c'est en fait un jeu de lumière fixé sur la plaque, mais du temps de Ramilzon, il y avait le traitement par d'abord le révélateur et ensuite le fixateur. Et parmi les pièces que vous avez évoquées, il y a la composition du révélateur. Or, vous serez peut-être surpris, mais j'ai connu des personnes qui n'étaient pas photographes de profession, mais des photographes, et notamment des services anthropométriques de la police, qui composaient eux-mêmes leur révélateur selon la formule que vous avez indiquée ou qui était indiquée sur le plaque. Or, ceci était accessible parce que la formation du CESD donnait aux gens qui étaient diplômés de l'époque, mais c'était un diplôme indigène, comme on le disait, ces gens qui avaient le CESD connaissaient les produits, la quantité des produits et les résultats qu'il fallait attendre. Parfois, et c'est là que se situe, si vous voulez, la qualité et l'expertise, c'est dans le jeu des dosages que s'appréciait également la compétence et l'habileté de l'artiste. Et enfin, parmi les lentilles à l'époque, il y avait une lentille qui était remarquable, c'était la lentille des appareils Rolleiflex de marque allemande. Les lentilles Rolleiflex valaient des fortunes à l'époque et on volait les appareils Rolleiflex. Plus tard, on a vu des gens qui étaient photographes mais qui ne connaissaient plus la valeur ni l'importance des lentilles. Voilà, de simples observations qui n'enlèvent en rien au mérite de votre exposé. Merci.
Bonjour Madame Eliande, merci beaucoup de nous faire découvrir cet artiste historique. J'ai quelques questions par rapport à son équipe et à son studio. Ils sont donc autodidactes. Ce sont donc tous des autodidactes, d'après vous. Et vous avez aussi mentionné tout à l'heure Fafa ou Saounj Rassaf Jafar, que vous avez qualifié de pastelliste. Qu'est-ce qu'elle est devenue après l'exil? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on aura aussi la chance de voir des exemples de photos de l'équipe avant retouche et après retouche durant l'expo? Je m'intéresse beaucoup à cette nièce de Ramilzon que je découvre aujourd'hui et qui apparemment est une technicienne qui aime bien tricher sur la photo. Merci beaucoup. Je reviens à la curiosité de tout à l'heure. Serait-il possible dans les archives ou dans les fiches de Ramilzon de voir, j'aimerais bien si ça existe, les mauvais payeurs, entre guillemets? Parce que ça coûte cher, hein, c'est l'équivalent d'un salaire d'une semaine ou à peu près d'un mois. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez Ramilzon pour se faire prendre en photo? Pourtant, ils savent déjà à combien s'élève la facture. Comment on règle alors, parce que ça coûte cher, il y a des matériaux qui sont en jeu. Ramilzon demande de payer avant ou après. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des gens qui sont mécontents de tout ce qui est question de retouche et qui refusent de payer? Ah, je vois encore mes cheveux blancs, mes rides ou je ne sais pas quoi, donc je refuse de payer. Et la dernière question, est-ce qu'il y a des gens qui sont fichés par Ramilzon? Un tel, là, je ne le prendrai plus en photo parce que mauvais payeur, quoi. Merci. Ma question, c'est Anzui, le quartier d'Anzui et Ambatunakang sont tout proches. Anzui, c'est le quartier où avaient résidé les frères Ramanakamontsi, le peintre, et Ramamontsu Terak, son frère, qui est aussi un artiste parce qu'il était chanteur et auteur-compositeur. Tous les trois, Ramilzon, Ramanakamontsi et Terak, étaient présents à l'exposition coloniale. Est-ce qu'ils avaient des relations et est-ce que Ramilzon avait immortalisé les deux frères? On va peut-être prendre une dernière question ici. Deux même, deux. C'est devenu 3. Merci. Je suis très intéressée par l'histoire politique. Du coup, ma question, c'est pourquoi Photo Ouve? Est-ce qu'ils étaient les seuls Ouves sur le marché? Ou qu'est-ce que ça peut bien signifier pour eux, pour que le studio s'appelle Ouve? Deuxièmement, vu qu'ils étaient assez impliqués dans le mouvement VVS, est-ce qu'on peut retrouver des photos des membres de ce mouvement parmi les archives? Et troisièmement, par rapport à leur mauvaise relation du coup avec l'administration coloniale suite à ce mouvement, comment ils ont repris le business? J'imagine que c'était un peu difficile vu que c'était un mouvement qui a été considéré comme trahison par l'administration coloniale. Merci. Si vous permettez, on va répondre à cette série. On prend les deux derniers après. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre question. Ramilzon est enterré à Ilaf,
avec ses grands-parents. Donc, Ramilzon est Miamboula. Ramilzon fréquentait le temple protestant d'Alalakil, mais il était très affilié avec les anglicans aussi, surtout de par son beau-frère Razavchim qui était anglican. Je peux? Merci. Et puis après, sur la question est-ce que Ramilzon a eu une formation précise en photographie, la réponse est non. Il n'y a pas eu d'école de photographie à Tananarive. Mais le système se présentait comme suit. Donc je vais revenir un petit peu vers l'histoire de la photographie. Lorsque William Ellis était revenu pour son 3e voyage à Tananarive en 1862, il était accompagné par un jeune missionnaire qui était John Parrett. Et c'est Parrett qui était la petite main d'Ellis. Et lorsque Ellis a quitté Tananarive en 1865, Parrett était resté. Parrett avait utilisé donc les matériels laissés par Ellis, mais Parrett, comme il était le responsable de l'imprimerie de la LMS, il pouvait avoir accès très facilement donc au matériel de reproduction de l'imprimerie et de la presse. La formation à l'époque était les élèves qui étaient dans les matières techniques, donc les arts et métiers techniques à Ambudzotuvotim, comme ceux de la LMS, ils viennent faire leur pratique de typographie, de lithographie auprès de la presse de la LMS à Imariveland. Et c'est de ça que bénéficiait d'abord Samuel Zafich. Samuel Zafich était parmi les premiers élèves, pas premier, mais il était parmi les élèves de Parrett qui étaient à Tananarive jusque dans les années 1900. Ramilzon, qui depuis son jeune âge était donc avec Samuel Zafich, avait appris auprès de Samuel Zafich, mais par la suite a pu bénéficier donc des matériels techniques de la presse de la LMS. Je n'ai pas vu dans les archives des cours spécifiques de photographie dans une école par Ramilzon. Par contre, j'ai vu et j'ai consulté des documents de fabricants de matériel photographique, des cours de photographie dans les publications auxquelles il était abonné. J'ai vu beaucoup d'annotations. Ce qui me permettent de dire que Ramilzon était un autodidacte, mais qui se voulait vraiment et qui voulait vraiment devenir un vrai professionnel parce que les premiers abonnements à des revues spécialisées en photographie chez Ramilzon datent de 1923. C'est-à-dire que, et comme ça, je continue déjà avec la question de madame qui dit que lorsque Ramilzon et Zafich étaient envoyés en exil en 1916, les affaires étaient restées en suspens pour eux, mais la maison continuait à fonctionner parce que j'ai retrouvé des lettres de Rabak, qui est l'épouse de Guillaume Razavchim, Rabak qui écrivait avec les papiers à en-tête de Photorouve, qui écrivait à Mayotte, demandait à Ramilzon, dis à Rabé de me laisser prendre les affaires et dis à Rabé que c'est toi qui m'as autorisé de prendre les affaires. Ça veut dire donc que même si Ramilzon était absent, des opérations photographiques s'effectuaient dans le studio avec les gens qui étaient là. Et ce n'était pas qu'une seule lettre parce qu'il y a au moins 2 lettres de Rabak adressées à Ramilzon en exil. Et je me suis dit aussi que l'exil n'était pas peut-être trop pénible parce qu'il y avait quand même des courriers qui circulaient. Et parmi les ouvrages dans la bibliothèque de Ramilzon, il y a des ouvrages qui sont estampillés, bibliothèque Mayotte, comme ça. Et puis aussi, il y a, Michael, s'il te plaît, il y a 2 photographies de Ramilzon pendant l'exil. Ramilzon, Zafich et les autres compagnons de galère, ils ont pu se faire en photo à Mayotte. Et peut-être que l'exil, avec quelques aires de vacances peut-être, je n'en sais rien,
Mais en tout cas, parmi les premières photos, il y a une case en cocotier avec des hommes à l'extérieur. Et il y a aussi Ramilzon avec la maquette de son ami, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y a ça. Donc les affaires continuaient. Les affaires étaient juste en berne, mais n'étaient pas mortes. Parce que, au retour de l'exil, au contraire, la maison, voilà, ça c'est la photo prise pendant l'exil, avec un fond et avec une maquette. Je ne peux pas identifier tout le monde. Je reconnais juste Ramilzon, et puis il y a Zafet, et puis il y a Havana Raman Antoine qui est en blouse blanche. Et à l'époque, ils étaient assez créatifs aussi, parce que il y a un morceau que Ramilzon avait composé pendant son exil et que son fils, Zafet, a continué à jouer chez lui. Ça veut dire que... Et Havana Raman Antoine avait écrit des poèmes pendant l'exil. Je ne me rappelle plus du titre, mais en tout cas, c'était des poèmes de nostalgie. Et donc, la créativité n'était pas aussi morte que ça. L'âme en peine, certes, mais c'est souvent l'âme en peine aussi qui est la plus productive. Et puis aussi, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour les compléments d'information que vous avez apportés pour cette question de la photographie avec un désir d'éternité. Et c'est une question qui s'étudie, effectivement, parce que il y avait un moment où, dans les années 30, dans les années 20, 30, 40, presque systématiquement, lorsqu'il y a un décès dans la famille, on photographie le mort, donc le défunt, avec sa descendance à côté de lui, qui, je pense, signifie la continuité de la lignée, ou sinon, comme ce qui s'est passé au Ghana dans la même période, il y avait un photographe qui était spécialiste des photos mortuaires comme ça, parce qu'il y avait une contrée où on disait « si tu n'es pas photographié à ta mort, alors tu es doublement mort parce que tu seras oublié ». Et cette pratique n'est pas nouvelle parce que dans la Rome antique déjà, lorsque un notable meurt, il y a une procession qui donc représente toutes les vertus de sa famille. Et c'est une manière donc de pérenniser la mémoire, comme vous avez dit. Et d'ailleurs, lorsqu'on se fait photographier, on dit toujours « Ah, on va immortaliser l'événement » ou encore « On va laisser notre image pour la postérité ». Et d'ailleurs, on parle de souvenirs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les images laissées par Ramilzon. Et heureusement qu'il y a la photographie, parce que ça nous permet donc de garder des liens, sinon d'entretenir des liens avec la mémoire visuelle de nos ancêtres. Et pour tout ce qui est les questions de bain, oui, effectivement, il y a le bain d'arrêt, qui est une question de liquide pour arrêter le processus de sensibilisation de la photographie. Je continue la leçon de technique photographique. Donc, après la prise de vue avec la chambre photographique et l'objectif et tout le reste, on entre dans la chambre noire, mais vraiment noire, zéro lumière. Dans cette chambre, il y a 3 cuves. Il y a une première cuve avec beaucoup d'eau, ça s'appelle le bain d'arrêt. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déclenché, on a tiré sur le déclencheur, le processus de capture de lumière s'arrête. C'est au niveau de l'objectif. Mais le papier, c'est-à-dire la surface sensibilisée, continue encore. Et c'est pour ça que dès que l'objectif se referme, on retire la plaque de la chambre et on va dans la chambre noire et on plonge dans un premier bain qui s'appelle bain d'arrêt. Le bain d'arrêt arrête le processus de sensibilisation du papier. Ensuite, il y a un deuxième bain avec une question de dosage, comme le professeur a dit. C'est un ensemble, donc c'est une solution avec beaucoup de mixture, si on peut dire. Après le bain d'arrêt,
on plonge le négatif dans le bain de le révélateur. Et c'est comme dans les films. On fait bouger le papier dans le bain de révélateur et c'est là que se révèle l'image négative. Et ensuite, lorsque le photographe est satisfait, il y a des pinces spéciales pour prendre ça. Lorsque le photographe est satisfait de la netteté ou de la clarté de l'image, il plonge dans un dernier bain qui s'appelle le fixateur. Et c'est ce fixateur c'est la solution et le dosage de ce fixateur qui va permettre la pérennité de la photographie. Lorsque le fixateur est assez élevé, nous pouvons avoir des photos qui durent jusqu'à 100 ans, voire plus. Lorsque la solution du fixateur n'est pas assez bonne, vous avez ces photos qui disparaissent, qui jaunissent d'abord, qui disparaissent avec le temps parce que c'est le fixateur qui fait ça. Donc, ça y est. Voilà, merci. Et puis après, la descendance. Et c'est ce qui est assez regrettable dans l'affaire, parce que Ramilzon a une fois mort, la maison est fermée, sa femme a donné les dernières livraisons de photos. Zafech, son fils, a continué dans les études des lettres anglaises, il en était devenu prof. Chez Razavchim, il y a eu quand même une lignée de photographes parce que il y a eu Guillaume, ensuite ses fils Jean et Eugène. Jean qui était le père de Willy, Jean-Claude, Jean-Pierre. Eugène qui était donc de Studio Edna. Et il y en a Nanta. Et donc plusieurs personnes. Pareil pour la famille de Ramilzon quand même, il y avait Radzir, les enfants de Radzir, son frère. Les enfants de Radzir ont continué dans la photographie et il y a même ce Willy Radzir qui était à Paris. Et c'est dans la famille de Razak qu'il y a eu une certaine continuité parce qu'il y avait quand même un arrière-petit-fils de Razak qui était photographe, qui était président de la MIFOM, qui est décédé. Et il y a... Non, je suis désolée. En fait, il n'y en avait pas beaucoup. Tino de Nantes. Donc ça c'est... D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. Et puis, il y a d'autres questions en fait. Peut-être. Fafar. Oui. Les clients mécontents. Ah, les clients mécontents, c'est après Fafar. Ah, d'accord. Razafunda Farasaound. Oui. Razafunda Farasaound, parmi les photos qui étaient là, il y avait des travaux, des réalisations de Fafar. Razafunda Farasaound, je crois que le mieux pour vous, si vous voulez en apprendre sur elle, c'est de vous approcher directement de la famille Ramil Naramilzon qui habite la maison de Ramilzon à Batfnak. Il y a une famille qui habite en Kadfous, d'une autre branche, qui a comme cousine Fafar aussi. C'est tout ce que je sais de Fafar parce que je n'ai pas spécialement suivi sa trace à elle. J'ai su qu'elle était à la tête de l'équipe de retouche de Ramilzon et la famille était affirmative avec cette information. Sinon, pour les mauvais payeurs, Zafech me disait que son père, quand il n'était pas content pour ces gens qui ne paient pas, alors il dit à l'équipe « Assassine à retouche », ça veut dire ne touchez pas à sa photo, livrez telle qu'elle.
Et s'il n'arrive pas encore livré tel quel, alors ça a fait le stock que nous avons hérité. Car le stock que nous avons hérité, en fait, c'est un ensemble de tirages non retirés par les clients. Et il y a ça, les retouches, c'était les garanties de la beauté des photos de chez Hamilton. Donc, pas assez d'argent, pas de retouches et pas assez d'argent, ne pas s'approcher du studio, tout simplement. Et des gens fichés, il n'y avait pas encore d'ordinateur chez Hamilton, mais quand même, ils relevaient des noms de gens. Persona non grata, mauvais payeur. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Effectivement, Anzui était le quartier des Ramana Kamunzi. Ramana Kamunzi n'avait pas de descendance, si je me rappelle bien, mais il y a son frère Terak. Et ils avaient tous les trois participé à l'exposition coloniale internationale. Et il y a des traces de photos. Hamilton a photographié quelques tableaux réalisés par Ramana Kamunzi. C'est les seules traces, en tout cas, que j'ai repérées jusqu'à aujourd'hui, des tableaux de Ramana Kamunzi photographiés par Hamilton et qui sont restés dans les tirages non retirés de chez Hamilton. Ensuite, photo ouvre. Pourquoi photo ouvre? N'oubliez pas, nous sommes en situation coloniale et être ouvre, c'est déjà une sorte de distinction sociale. Zafetch, quand il était à Tamatave, il a signé ses photos, Zafetch, photographe ouvre Tamatave. Hamilton lui-même, pendant un temps, il a estampillé ses photos avec Studio Hamilton, Studio Uva, rue Auger Dufresne à Matounak. Et les Razavchim, tantôt vous voyez des estampilles Razavchim, tantôt vous voyez des cachets avec Photo Ouvre. Et Photo Ouvre a changé par la suite parce qu'ils étaient devenus Photo Stavi pendant un moment, pour reprendre ensuite Photo Razavchim. Pour ce qui est des convictions personnelles des auteurs ou des propriétaires de studios pour le choix des noms, je suis désolée, mais je n'ai pas vraiment approfondi cette question-là. Pourquoi ce choix, le choix du mot ouvre? Je suis incapable de répondre à ça parce que c'est des choix personnels auxquels je n'ai pas vraiment avancé, pour lesquels je n'ai pas vraiment avancé. Sinon, VVS et photographie, je crois avoir déjà donné. Et voilà, je vous remercie. On va prendre les deux dernières photos. À l'époque, c'était une période d'affirmation d'identité nationale par opposition à la volonté coloniale d'assimiler la population malgache. Parce que vous aviez la photo, les photos ouvres, les photographes ouvres, mais vous aviez aussi le sport ouvre qui faisait la terreur en rugby. Et le sport ouvre, c'était la première affirmation de l'identité et de la conscience nationale sur les terrains du rugby. Et en face du sport ouvre, qui est devenu plus tard le stade olympique de Lémierne, mais vous voyez donc que vous ne pouviez pas dissocier tout ce mouvement national et intellectuel qui remontait au VVS, vous ne pouvez pas le dissocier avec le parcours de tous ces gens qui s'étaient retrouvés dans le sport, dans l'art, dans la musique, car dans les poèmes de Avanaramanantoine, Vulbatsu Nrantaukariva, je suis certain qu'il n'aurait pas rédigé ce poème sans la compagnie de Hamilton qui lui donnait des cours sur les couleurs. Merci professeur pour ces éclairages. Il y a deux photos, deux questions. Oui. Miank, photographe. Et en tout cas, merci pour
ce très enrichissant documentation, exposé, tout. Merci beaucoup. Ça a grandement contribué à enrichir nos connaissances. Et j'ai une question par rapport à Ramilzone. J'ai remarqué, suivant les informations que vous avez données, que le studio Ramilzone était un studio très familial, où c'est toute la famille qui s'investissait dedans. Mais est-ce qu'à un moment donné de son parcours, il a formé d'autres personnes? Est-ce qu'il a reçu, je ne sais pas, entre guillemets, des stagiaires? Et vous aurez peut-être, je ne sais pas, des noms par rapport à cela? Ou est-ce que c'est vraiment resté dans un cercle familial, étant donné qu'à la mort du fondateur, le studio, il a fermé ses portes? Merci beaucoup. Merci bien. Donc, on va prendre les 2 dernières questions. Et après, si vous avez encore des questions, Madame Radzonarsson sera, je pense, disponible pour discuter après la conférence. Par ici, s'il vous plaît, il y a 2 questions là. Bref, question s'il vous plaît, précis, oui. Concise. Domi Sanji. Ce sera une réaction, puis 2 questions, l'une plus générale et l'autre plus spécifique. La réaction, c'est que je vous félicite pour ce travail sur Ramilzone, on en a vraiment besoin. Et je vous félicite aussi surtout pour la valorisation de patrimoine que vous menez, qui est extrêmement importante pour un renouveau de l'imaginaire, nous en tant que Malgaches. Je vois que la photo de Ramilzone, c'est très poétique, contrairement à cette époque, c'était de l'ethnophotographie surtout. Ça mène à ma question maintenant très générale. Est-ce que la préservation de patrimoine est réservée finalement au privé qui se soucie de cette préservation de patrimoine, où la politique publique s'en fiche complètement et se réduit à la promotion de ces ethnophotographies jusqu'à aujourd'hui? Le travail que vous menez, c'est pour ça aussi que je vous félicite, parce que ça participe à la décolonisation des pensées vraiment poétiques dans le sens où même la mort avec Ramilzone est devenue poétique, contrairement aux photos qu'on voit maintenant dans les réseaux sociaux. On aime bien envoyer des photos de morts sur Facebook. On est dans une civilisation de l'image et du coup la question est que quelle leçon peut-on tirer du cercle de créateurs Ramilzone, Rabé Arvél en termes de principes et de valeurs pour qu'il surgissent à nouveau des pionniers de la réinvention de l'imaginaire malgache? Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre question, pour vos réactions. Ramilzone, Studio Ramilzone, est juste une affaire familiale ou non? Ramilzone, c'est vrai, il était entouré des siens, mais Ramilzone a opéré seul aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il était à la tête donc de ce grand bateau. Il a fait travailler sa famille. Et il a aussi enseigné. Pourquoi je dis ça? Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les annotations qu'il a laissées sur chaque livre étaient au service de toute l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Fafar, elle était devenue, même après la mort de Ramilzone, Fafar, elle a pu continuer dans sa retouche. Et lorsque j'avais évoqué tout à l'heure toute la lignée de Radzir, c'était des jeunes qui étaient au service de Ramilzone d'abord pour par la suite ouvrir leur studio. Donc il y a eu donc une certaine suite
des activités de Ramilzon et aussi de son enseignement. Par contre, je n'ai pas recensé de documents qui auraient retracé des enseignements fournis par Ramilzon pour d'autres personnes. Je n'en ai pas vu. Et pour ce qui est de la préservation du patrimoine au privé, c'est juste une question d'initiative. On l'a faite et peut-être qu'on a eu juste la bonne étoile et donc voilà, on est là. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, vous confortez ce que la petite fille de Razak disait quand on l'avait interviewée, qu'elle était encore vivante, elle était très âgée, elle a dit que les jeunes d'aujourd'hui, non, vous aujourd'hui, vous ne faites pas de la photo. Vous cliquez à gauche partout, à droite et à gauche, même le riz sur la table. On clique une photo pour ça, on s'envoie des gens en train de manger, on s'envoie. Non, ce n'est pas ça, faire de la photo, madame. Faire de la photo, on s'habille bien, on va chez le photographe, on reste dans la loge, on refait la coiffure, on soigne les mises et on pose. C'est ça, faire des photos. Ce que vous dites faire des photos aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, ce n'est pas Makassar. C'est ce qu'elle a dit. Donc, voilà, peut-être pour terminer, merci beaucoup à tout le monde pour toutes les questions, mais un grand merci pour les enfants de Ramilzon, à savoir donc Zafeta Ramilzon qui habite Gonesse, Faratina Ramilzon qui est dans le sud de la France, Antniena Rabaksou qui habite la maison d'Ambatfunaki et ses enfants Ange et Dolly pour leur confiance et pour nous avoir ouvert leurs portes et qui m'a permis donc d'accéder enfin à la bibliothèque de Ramilzon, aux archives de Ramilzon. Je n'ai pas encore tout vu, mais grâce à leur soutien et à leur confiance, j'ai pu avancer dans mes recherches et je pense que plus qu'on a écrit dans la thèse maintenant, on peut avancer sur d'autres analyses sur Ramilzon. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci également à l'IFM de nous avoir reçus. Merci de nous. À notre tour de vous remercier pour ce partage très enrichissant. Tout le monde concède à le dire. Merci beaucoup et on a hâte de voir l'exposition et puis la suite de la valorisation de toutes ces œuvres. En tout cas, merci à nous tous ici présents également et merci à l'IFM de nous avoir accueillis ici. Merci et bon après-midi à tous.